Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je dois dire, désolé, hein, en fait, c'est mon premier discours en français, donc je dois rire. Mais je vais essayer. En fait, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour la journée européenne des victimes d'actes criminels. C'est un moment où ensemble, nous sommes solidaires avec les victimes à travers l'Europe, nous sensibilisons, voilà, c'est difficile, les gens aux problèmes rencontrés, aux droits qui existent. Et bien sûr, nous célébrons le travail inlassable et le dévouement de tous ceux qui prennent en charge les victimes de criminalité à travers l'Europe. Au nom de Victimes Support Europe, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui luttait pour améliorer la situation des victimes. En 2015, la France, ses citoyens et ceux qui vivent dans le pays ou le visitent ont connu des moments très difficiles. La France continue d'enregistrer, je pense, plus de 3 millions de crimes chaque année. Elle a également fait face à des attaques sans précédent, des crimes terroristes les plus horribles, visant à porter atteinte aux libertés et à la démocratie française et à soumettre ses citoyens à la peur. Ces attaques ont déchiré des vies et la communauté. Le processus de rétablissement sera long et difficile. Il prendra des années ou toute une vie pour certains. Dans la condamnation des attaques et dans la poursuite des terroristes, la réponse de la communauté européenne a été rapide. Mais ma question est la suivante. Y a-t-il une attention égale, une réaction équivalente pour aider les victimes de ces actes terroristes? Travaille-t-on pour assurer que les besoins des victimes soient satisfaits? Du point de vue européen, je crains devoir répondre que ce n'est pas le cas. Bien sûr, il n'y a pas une absence totale d'action au niveau européen. Et en réalité, le travail accompli pour les victimes d'actes criminels, qui prend également en charge les victimes de terrorisme, a été très positif. Je voudrais donc parler des actions générales et ceux qui sont focalisés sur le terrorisme. Tout d'abord, la directive européenne relative aux victimes concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité établit des normes minimales pour toutes les victimes dans les 27 États membres de l'UE. Le Danemark ne participe pas. Alors, comment la directive peut-elle avoir des effets concrets pour les victimes de terrorisme? Eh bien, cette directive vise à répondre aux 5 besoins fondamentaux des victimes: la reconnaissance et le traitement digne, la protection, le soutien, l'accès à la justice et la restitution et l'indemnisation. Les droits énoncés dans la directive contribuent à répondre aux besoins des victimes de terrorisme. Par exemple, il exige que les membres des familles des victimes assassinées soient reconnus comme des victimes et aient accès aux mêmes droits. C'est particulièrement important lors des attaques terroristes avec un grand nombre de victimes ayant perdu la vie. Que l'information sur le droit et sur la progression de l'affaire soit mise à la disposition des victimes, que des organismes nationaux de soutien aux victimes existent, que les victimes soient en mesure de participer à la procédure pénale et qu'elles y soient aidées. Non seulement les victimes devraient avoir accès à ces droits, mais le gouvernement doit aussi veiller à ce que les praticiens tels que la police, les procureurs, les juges et les organisations d'aide aux victimes soient correctement formés pour traiter les victimes d'une manière professionnelle et respectueuse. Et le gouvernement doit travailler à bien coordonner les services, aspect essentiel dans une attaque entraînant un grand nombre de victimes. Si ces droits sont en place et fonctionnent dans la pratique, ils vont contribuer à aider les victimes de terrorisme dans leur rétablissement et dans leur quête de justice et de vérité. Cette directive aurait dû être transposée en novembre dernier, en 2015. Malheureusement, à partir de janvier de cette année, la Commission européenne a dû lancer 16 procédures d'infraction contre les États membres, y compris contre la France. Cela représente près de 60% des gouvernements qui ne parviennent pas à honorer leur engagement envers les citoyens et envers les victimes d'actes criminels. Si nous voulons vraiment faire les choses correctement pour les victimes du terrorisme,
Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les droits énoncés dans cette directive. Cependant, la mise en œuvre de la directive ne suffit pas. Les victimes du terrorisme ont également des besoins spécifiques. Alors, comment l'UE reconnaît-elle et répond-elle à ces besoins spécifiques de victimes de terrorisme? Eh bien, pour être honnête, l'UE est relativement silencieuse sur le sujet. Néanmoins, en 2015, peu après les attentats à Paris, la Commission européenne a été rapide à adopter de nouveaux projets de loi sur le contrôle des armes à feu et la lutte contre le terrorisme. Ces lois doivent être accueillies favorablement. Cependant, dans ces mesures, seuls 2 articles visent spécifiquement à soutenir les victimes de terrorisme. Et ces 2 articles vont seulement un peu plus loin que la directive européenne existante sur l'aide des victimes. En particulier, ils exigent qu'un soutien spécialisé pour les victimes du terrorisme existe, que les États coopèrent en matière d'accès à l'information et que les victimes puissent obtenir de l'aide dans le pays d'origine, même si l'attaque a eu lieu dans un autre État de l'UE. Ces évolutions sont importantes, mais elles sont en deçà de ce qui aurait dû être considéré. Par exemple, quel type de soutien spécialisé devrait être fourni? Pourquoi les États ne devraient y coopérer que sur l'accès à l'information, et pas également sur des autres matières comme le soutien transfrontalier? Et pourquoi les victimes n'ont-elles pas droit à une aide dans le pays d'origine si l'attaque se passe en dehors de l'UE? Cela signifie, par exemple, que les victimes d'attaques sur une plage tunisienne ou à Ankara n'ont pas le droit à recevoir de l'aide. Comme on le voit par cet examen, beaucoup plus d'aspects auraient pu être pris en considération pour soutenir les victimes du terrorisme. Cependant, il n'est pas trop tard pour faire des changements. La directive continue d'être discutée. Les gouvernements nationaux peuvent proposer des changements pour améliorer la couverture des droits des victimes. Vos députés européens peuvent proposer des changements aussi. Alors, ensemble, on peut faire plus pour les victimes et nous devons demander davantage. Mais cette directive n'est qu'un moyen d'action. On ne devrait pas oublier que l'UE a beaucoup d'autres outils à sa disposition en plus de la législation. Par exemple, l'UE a réalisé un travail important sur la réponse aux catastrophes. Les mécanismes de l'UE dans ce domaine sont disponibles à la fois pour les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'homme comme le terrorisme. Ils ont été utilisés avec une grande efficacité dans le monde, mais il y a des mesures limitées à l'égard des attaques terroristes. Les simples références au terrorisme, quelques formations excessives, ne suffisent pas. Comme nous avons vu avec la préparation ici en France, beaucoup plus peut être fait pour élaborer des plans clairs et précis spécifiquement axés sur la réponse aux actes terroristes dans la perspective de soutenir les victimes. L'UE peut aider le développement des guides qui identifient les risques, les problèmes qui se posent, les approches possibles et les bonnes pratiques connues pour veiller à ce que les besoins soient satisfaits. Ces politiques devraient encourager et aider les gouvernements à intégrer les questions concernant les victimes et les questions de terrorisme dans la planification des interventions d'urgence. Outre la réponse aux catastrophes et les lois, l'UE pourrait élaborer des mesures pour les victimes du terrorisme comme des recommandations, des lignes directrices, des résolutions du Parlement européen et conclusions du Conseil. Elle pourrait soutenir la coopération entre les États membres ou encore établir des mécanismes de coordination entre ses propres agences. Et bien sûr, elle a de nombreux programmes de financement à sa disposition pour soutenir le développement au niveau national, mais seulement si elle donne la priorité à ces questions. Malheureusement, ces actions font cruellement défaut, non seulement pour les victimes du terrorisme, mais pour les victimes de la criminalité en général.
Nous voyons souvent des stratégies de sécurité, des approches globales de migration et beaucoup plus. Cependant, il y a un manque de planification globale et long terme pour les victimes de la criminalité et les victimes du terrorisme dans la phase de réponse d'urgence, ainsi qu'à court, moyen et long terme. Seule une telle planification et des engagements apporteront de l'UE des solutions efficaces sur le long terme. Ces mesures et ces plans doivent non seulement être mis en place, mais ils doivent aussi être axés sur les besoins spécifiques et individuels des victimes de terrorisme. Mais nous faisons fondamentalement défaut à ces victimes si nous ne faisions une recherche convenable afin d'identifier quels sont les besoins et les réponses très spécifiques et pertinentes pour les victimes de terrorisme. Par exemple, la reconnaissance des victimes de terrorisme exige une compréhension beaucoup plus large de la définition de victimes de terrorisme. Les victimes directes, les premiers intervenants, les témoins oculaires, la communauté locale et plus large, entre autres, peuvent toutes être laissées par les attaques terroristes et doivent être prises en compte dans nos politiques. En ce qui concerne les victimes de terrorisme, la notion de reconnaissance doit être également intégrée des événements commémoratifs pour commémorer les victimes. La mise à disposition de l'information est absolument cruciale pour les victimes de terrorisme. Nous devons déterminer quel type d'information est nécessaire, quand cette information doit être fournie, comment l'information doit être fournie et coordonnée par le biais d'un seul centre, à travers différents médias, y compris des entretiens, des lignes d'assistance par téléphone, un site internet pour les victimes protégées par un mot de passe, par exemple. Quel type de problèmes peuvent survenir dans les situations terroristes qui peuvent empêcher de donner de ces informations? En plus, les victimes du terrorisme sont plus susceptibles de souffrir de problèmes émotionnels et physiques à long terme, et par conséquent, d'avoir besoin de services efficaces à long terme. Cela rend également essentiel de planification de la transition de la réponse d'urgence vers des services à long terme. En particulier, lorsque différentes organisations sont associées à des phases différentes. L'identification et le soutien des victimes peuvent être entravés par le grand nombre de victimes, par le fait que les attaques ont eu lieu à plusieurs endroits en même temps, etc. Des procédures doivent être mises en place pour gérer ces différentes circonstances, pour garantir que toutes les organisations connaissent leurs responsabilités, que les données puissent être échangées et que tout le monde coopère. Il s'agit également de reconnaître que les victimes sont des individus et que chacun suit son propre cheminement vers le rétablissement. Cela signifie, par exemple, que si certains peuvent vouloir participer à des améliorations futures, comme sur la lutte contre la radicalisation, beaucoup ne voudront pas. Nos formulations ne devraient donc pas suggérer que leur participation est un devoir ou une responsabilité. Ce sont quelques-unes des questions qui nécessitent une approche spécifique pour les actes terroristes. Il est essentiel de comprendre que les politiques en faveur des victimes de terrorisme doivent tenir compte des besoins de base applicables à toutes les victimes, des besoins applicables aux victimes de terrorisme en tant que groupe particulier et des besoins qui sont spécifiques à l'individu. Il est malheureusement peu probable qu'il y a une période prolongée sans une autre attaque, comme nous avons déjà vu, malheureusement. Que ce soit une attaque dans l'Union européenne ou qui affecte nos citoyens à l'étranger. Nous avons vu une réponse rapide de l'Union européenne pour renforcer notre capacité à empêcher le terrorisme et à poursuivre les terroristes. Mais nous devons nous poser les questions suivantes. Pourquoi n'y a-t-il une forte pression politique que pour développer de nouvelles lois et politiques pour lutter contre le terrorisme? Pourquoi les politiciens ne donnent pas la même priorité aux droits des victimes? Pourquoi ne les voient pas exiger un travail urgent pour améliorer les politiques d'aide aux victimes du terrorisme? Bien sûr, nous devons agir rapidement pour arrêter les terroristes.
mais il est également urgent de soutenir les victimes et améliorer nos actions. Chaque jour qui passe sans amélioration est un jour de plus de souffrance pour les victimes dont on a besoin. C'est un jour de moins pour prévenir les mêmes problèmes subis par des nouvelles victimes de la prochaine attaque terroriste. La préparation et la planification doivent commencer dès maintenant. Les attaques terroristes sont très internationales par leur nature, affectant habituellement des gens de différents pays. Elles nécessitent souvent la coopération entre les organisations et les gouvernements à travers les frontières. Voilà pourquoi Victim Support Europe, avec ses membres comme INAVEM, a commencé de travailler avec les experts internationaux pour développer des politiques compréhensives pour soutenir les victimes de terrorisme dans la phase de réponse d'urgence ainsi qu'à court, moyen et long terme. Voilà pourquoi l'Union européenne et les acteurs internationaux doivent agir maintenant pour aider les victimes de terrorisme. Merci. Alors, comme on vient de le voir, le cadre de l'action dans l'Union européenne est susceptible de progrès, puisque largement insuffisant, nous allons maintenant nous intéresser au cadre français. Et je salue Madame la secrétaire d'État. Bien, prendre la parole après Michel de Kerkhoff, notre présidente actuelle de l'INAVEM, qui a su trouver les mots pour dire toute l'émotion que causent les événements dramatiques liés au terrorisme, mais aussi trouver les mots pour dire notre volonté d'apporter cette aide dans l'urgence, cette aide au quotidien, cette aide dans le suivi. Prendre la parole après Madame la ministre est aussi très réjouissant parce que l'avoir écouté, parce que finalement, depuis des années, nous souhaitions ce travail interministériel. Et je suis plein d'espoir dans l'efficacité de cette nouvelle action. Prendre la parole aussi après Caroline Lacroix, qui bien voulu prendre la présidence du conseil scientifique, pour dire que l'INAVEM est bien sûr la tête de réseau, une fédération d'associations d'aide aux victimes, mais c'est aussi le lieu de réflexion et lieu d'élaboration d'une doctrine forte de l'aide aux victimes, dont je vous dirai quelques mots. Donc on m'a demandé de présenter le cadre de l'action en France. Le concept même de prise en charge des victimes de la criminalité, et les victimes d'attentats font partie intégrante de ces victimes de la criminalité en France, ce concept a émergé seulement dans les années 1980. Et c'est grâce à la rencontre d'une volonté politique forte du garde des Sceaux Robert Badinter et la rencontre avec des personnalités du monde associatif engagées dans des actions sociales de reconstruction des personnes exclues de notre société, en particulier les condamnés à des peines privatives de liberté, que l'on a pu construire ce qui est aujourd'hui l'aide aux victimes en France. Le rapport présenté à Robert Badinter en 1982 sur les travaux de la commission présidée par le professeur Millez, je souligne que c'est un professeur de médecine, avec une commission pluridisciplinaire non pas formée que de juristes, mais aussi de travailleurs sociaux, de médecins, de psychologues. Donc le rapport présenté, le rapport Millez, a contenu à l'époque, et contient toujours, toutes les analyses et les propositions qui ont conduit ensuite des universitaires, des juristes, médecins, des avocats, des magistrats, des travailleurs sociaux, à travailler ensemble et à créer le réseau associatif d'aide aux victimes. Mais pas seulement. Comme je le disais, c'est un lieu de recherche et de conceptualisation de l'aide aux victimes. Et donc, ce groupe de personnes investi dans cette réflexion et dans cette action
a élaboré une véritable doctrine de l'aide aux victimes. L'aide aux victimes n'est pas une action politique, si ce n'est au sens noble du terme. Mais l'aide aux victimes sert pour objectif fondamental de restaurer la personne, qui n'est pas seulement un dossier, mais une personne, qui doit reprendre sa place d'acteur dans la société après les événements qui l'ont traumatisé. Reprenant les propositions du rapport Miez, le législateur a alors, avec la loi du 8 juillet 1983, renforcé le droit des parties civiles au procès pénal et a amélioré l'indemnisation par l'État, qui était alors une indemnisation plafonnée et subsidiaire. À cette époque, pour les victimes d'actes de terrorisme, il n'y avait rien de particulier. Ils faisaient partie, les victimes d'actes de terrorisme, des victimes de la criminalité. Rien n'était prévu. En réalité, pour les dommages aux biens, les contrats d'assurance, à l'époque, excluaient le risque dit attentat. La mise en cause de la responsabilité de l'État, pourtant l'État qui est garant de la sécurité, était extrêmement difficile. L'indemnisation par l'État à l'époque, à travers la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a été créée en 1977, restait totalement insuffisante, subsidiaire et plafonnée, comme je le disais. Aussi, dans les années dramatiques des attentats terroristes que Michel de Kerkhoff a énumérés, eh bien, les victimes de terrorisme se sont senties oubliées, malgré la compassion toujours immédiate et forte des politiques, mais souvent sans lendemain. Aussi, Françoise Roudetzky et son mari Maurice, eux-mêmes victimes, ont dénoncé cette indifférence. Indifférence des pouvoirs publics, indifférence de la société et l'absence de véritable aide psychologique, sociale, financière et juridique. Et ils ont eu raison et ils l'ont fait avec une voix forte qui a porté. Ils ont fondé l'association réunissant des victimes, ce qui fait que SOS Attentat est une association de victimes, alors que l'INAVEM regroupe des associations d'aide aux victimes, deux modes d'action parallèles qui se complètent mutuellement. Et donc, Françoise Roudetzky a été également à l'origine de l'élaboration de la loi du 9 septembre 1986. Cette loi du 9 septembre 1986 a été promulguée, c'est le hasard du calendrier, au milieu d'une semaine qui a ensanglanté Paris. Et les règles juridiques font que seules les victimes de la fin de semaine pouvaient bénéficier des progrès de la loi, celles de début de semaine ne pouvaient pas en bénéficier. Vous imaginez évidemment l'émotion. Et donc le législateur, avec une loi de la fin de l'année 86, est venu réparer cette injustice. Et la loi donc du 9 septembre 86 rétroagit au 1er janvier 1985. Cette loi de 1986 appréhende tant les aspects de droit pénal que ceux de procédure pénale, et puis la question de l'indemnisation des préjudices. Et donc, à travers cette loi, nous pouvons préciser le cadre de notre action et particulièrement essayer de définir ce qu'est le terrorisme. Depuis très longtemps, les politiques ont souligné l'importance, la dangerosité pour nos sociétés, la gravité, la dangerosité pour nos sociétés des actes de terrorisme. J'ai retrouvé le texte de Target qui présentait les motifs du Code pénal de 1810. Dans l'exposé de ces motifs, nous trouvons cette phrase: « Les crimes les plus pernicieux et par conséquent les plus graves sont ceux qui attaquent la sûreté publique, qui ébranlent les fondements de l'ordre et de la République, parce que dans un seul attentat, ils contiennent tous les maux, tous les crimes. » Ce n'est pas une définition, mais c'est une prise en considération de la gravité de ces crimes. Il n'y a pas non plus de définition universelle du terrorisme. L'ONU a adopté une phrase
que l'on pourrait dire une définition académique, mais qui n'est pas suffisamment précise pour les juristes. Pour l'ONU, c'est une méthode visant à inspirer de l'angoisse par des actions violentes, répétées, employées par des acteurs individuels ou en groupe, pour des raisons qui leur sont propres, criminelles ou politiques, et dans laquelle, par opposition à l'assassinat, les cibles directes de la violence ne sont pas les cibles principales. L'Union européenne, M. Attan nous a parlé, a affirmé dans sa décision cadre de 2008, 28 novembre 2008, le terrorisme constitue l'une des violations les plus graves des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité, de solidarité, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous en sommes tous persuadés, mais le terrorisme n'est toujours pas défini. Donc, il fallait le définir dans le code pénal, puisque la réponse aux actes de terrorisme est une réponse, en tout cas juridique, pénale. Et ensuite, la compétence du Fonds de garantie attentat terroriste définie, évidemment, est liée à cette définition. Quelle définition trouvons-nous dans le code pénal? Le code pénal n'a pas défini non plus le terrorisme. Il a pris comme méthode d'énumérer une liste de crimes et de délits. Une liste de crimes et de délits qui est très longue, que vous trouvez dans l'article 421-1, mais qui a précisé que la qualification de ces crimes et délits d'actes de terrorisme dépend de l'intention des auteurs et complices. Il faut que ces personnes aient pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective. C'est donc l'intention qui définit le terrorisme. Comme acte, comme élément constitutif, nous avons là l'élément moral, plus que l'élément encore matériel, bien que l'élément matériel se retrouve dans la liste de l'article 421-1. Ainsi, le terrorisme est toujours intentionnel, est toujours prémédité. Il vise des États, des sociétés, en s'attaquant à des victimes, non pas en raison de ce qu'elles sont, chacune prise individuellement, mais en ce qu'elles représentent. L'agression terroriste est donc à la fois aveugle et précise dans son intention de terroriser les populations. Aussi, les victimes sont-elles des passants anonymes, dans des lieux très fréquentés, métro, rue commerçante, marché, restaurant, stade de foot, salle de spectacle. Dans l'année 2015, certaines victimes ont été choisies en raison de leurs activités ou de leur mode de vie. Activités, mode de vie, valeurs que les terroristes ont en horreur et ont voulu éradiquer. Ainsi, les caricaturistes et la liberté d'expression, ainsi ceux qui étaient présents au Bataclan, aimant la musique et la liberté de vivre comme ils voulaient. C'est donc en raison de cette intention, de ces particularités déstabilisantes, terrorisantes de l'intention criminelle que l'on trouve dans les actes de terrorisme, que les victimes peuvent ressentir des préjudices psychologiques, moraux, dans le long terme particulier. Et cette spécificité de la victime d'actes de terrorisme se retrouvera dans l'indemnisation. Les proches de ces victimes, blessées ou décédées, subissent également ces préjudices particuliers du fait de cette intention terroriste et qui laissent des traces dans le temps. Aussi, Michel de Kerkhoff l'a rappelé, le législateur a accordé avec un effet rétroactif en 90 et avec un effet rétroactif au 1er janvier 82 le statut de victime civile de guerre. Les enfants devenus orphelins peuvent acquérir le statut de pupille de la nation. Les héritiers sont exonérés des droits de succession. Les ayants droit étrangers d'une victime française d'un acte de terrorisme commis à l'étranger ont un droit à indemnisation par le Fonds de garantie depuis 2006. Mais la lutte contre le terrorisme, sur la base du code pénal,
conduit à élargir le champ des incriminations aux actes préparatoires, afin de remonter aux décideurs, aux donneurs d'ordre, aux financiers. Et je citerai 3 textes importants. D'abord, l'article 421-2-1, c'est l'association de malfaiteurs, qui incrimine spécifiquement le fait de participer à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme. L'article 421-2-2, qu'on a appelé le terrorisme financier, c'est le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou en donnant des conseils à cette fin avec l'intention commune de l'entreprise terroriste. Il n'est pas nécessaire, dans ces cas-là, de démontrer que ces actes ont effectivement eu lieu. C'est toujours l'intention, ici, matérialisée dans ces actes préparatoires, qui est prise en compte par le Code pénal. Aussi, on pourrait considérer que des croyants qui ont fait un don à un lieu de culte, quel qu'il soit, mais ce lieu de culte ayant servi à la préparation d'un acte de terrorisme, peuvent être poursuivis. Ainsi, l'aide et l'assistance sont érigées par le Code pénal en infraction autonome. Le 3e article, c'est l'article 421-2-3, qu'on a appelé le terrorisme présumé. C'est le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un des actes de terrorisme. C'est un délit, de 7 ans d'emprisonnement. Donc vous voyez bien qu'à travers ces textes, il y a une volonté de mettre en avant l'intention terroriste pour justifier la répression, pour justifier la compétence des tribunaux, et la volonté d'atteindre les personnes qui participent de près ou de loin au financement de cette activité dramatique, ayant des conséquences dramatiques. Je rappellerai les particularités de la procédure pénale très rapidement. Dans cette matière, la garde à vue peut faire l'objet d'une rallonge supplémentaire de 2 fois 24 heures, ce qui permet de garder en garde à vue les soupçonnés d'actes de terrorisme 120 heures, 5 jours, ou 144 heures, 6 jours. Il faut bien sûr qu'il ressorte des investigations effectuées, soit qu'il existe des risques sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, ou que les nécessités de la coopération internationale requièrent impérativement. En ce qui concerne la compétence des juridictions, également des règles particulières. Les actes de terrorisme sont jugés par des magistrats professionnels, juridictions spécialisées, pas de jury citoyen en cour d'assises. La procédure est centralisée à Paris. Il s'agit là d'une compétence supplémentaire, facultative, concurrente et non conjointe. Tous ces termes techniques, mais vous les retrouverez dans la circulaire du 18 décembre 2015 qui fixe les principes très clairement devant régir l'articulation de la réponse judiciaire. La répression est aggravée lorsque nous sommes en matière de terrorisme. Les peines privatives de liberté sont toutes élevées d'1 degré. Pour les juristes, cette élévation d'1 degré n'est pas la conséquence d'une circonstance aggravante. Le terrorisme n'est pas une circonstance aggravante en tant que telle. C'est une définition donnée par la loi, c'est une qualification légale, ce qui fait que cette augmentation d'1 degré s'applique automatiquement dès qu'il y a acte de terrorisme. Enfin, la loi du 9 septembre 1986 a créé le fonds de garantie. Fonds de garantie qui s'appelait à l'époque, évidemment, fonds de garantie terrorisme, puisque les commissions d'indemnisation entraînaient